Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce troisième épisode de la saison 6, on vous fait un épisode en deux temps. Là, on commence avec l'instant économie et on finit avec un place au débat. Donc Gab a proposé le place au débat, j'ai proposé l'instant économie. Vous allez voir, on revient en première partie de l'épisode là, sur un peu plus d'actualité. Là, on vous l'avait mentionné pendant la période des fêtes, entre autres la fin 2022. Là, on avait fait différents sujets plus génériques. On a parlé aussi beaucoup de politique et de SBF dans les dernières semaines parce qu'il se passait beaucoup de choses. On va essayer de vous ramener ça un peu là, vers le contexte financier et économique de 2023. On en parlait avec Gab en off d'ailleurs et je pense que plusieurs des auditeurs, vous allez être d'accord avec notre point de vue. Là, c'est pas un petit place au débat de début d'épisode, mais c'est un peu ça. Là. Le contexte financier est vraiment un peu curieux parce que ça stagne un peu. Ça ne va pas très bien, mais ça ne va pas très mal non plus et il ne se passe pas non plus énormément de grandes transactions significatives, on peut se le dire, là, au niveau des marchés financiers. Donc, ça nous permet d'extrapoler vers d'autres sujets, à mon avis, pour le podcast, ce qui est bien. Mais sachez, et on ne souhaite jamais d'événements majeurs, on souhaite seulement des événements majeurs dans les marchés qui sont positifs pour en parler. Mais c'est vrai que janvier, pour l'instant, c'est voulu plutôt niais en termes d'information. Donc, vous allez voir, on va essayer de ramener ça un petit peu avec les sujets d'aujourd'hui. Avant toute chose, même si on reste un peu à l'externe là, des grandes recommandations, des grandes opinions là, qui pourraient avoir un impact sur vos finances, je te laisse quand même, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode. Ouais, bah oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle, qu'il s'agisse de notre premier segment, l'instant économie, ou le place au débat, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, et je parle particulièrement aussi pour le place au débat, ça se veut être d'abord respectueux, c'est que notre opinion, il ne s'agit pas d'une recommandation ou des faits tangibles. On vous invite évidemment à prendre contact aussi pour quand il s'agit évidemment de vos finances personnelles avec un expert qui est aussi autorisé à vous émettre des recommandations. Pour le coup, c'est vrai que pour ça aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup plus un mélange, en tout cas dans l'instant économie de faits, puis dans le cas du place au débat, bah, c'est un débat, donc c'est des opinions. Donc on vous invite évidemment à les partager. D'ailleurs, si vous avez des opinions contraires ou souhaitez prendre part à la discussion, eh ben, mettez-les en commentaire, écrivez-nous, ça nous fera plaisir aussi de pouvoir vous répondre ou continuer la conversation le cas échéant. Exactement, donc merci. On peut donc commencer en force le premier segment, l'instant économie. Parfait, donc c'est un sujet qui est un peu dans la banque des sujets, là, ce n'est pas quelque chose qui date de cette semaine nécessairement. C'est une tangente qu'on a vue au travers de l'ensemble de l'économie et même de l'ensemble des industries depuis 2022 déjà. Dans certaines industries, c'est quand même assez intéressant, puis c'est un peu ça le but du sujet. Là, on veut parler des vagues de mise à pied, là, soit qui sont annoncées ou qui ont déjà commencé, ou même des gels d'embauche qui se passent un peu partout là, dans plusieurs grandes industries. Énormément affectés présentement sont tout le domaine des tech. On va parler un petit peu des stats là, des grandes corporations de Silicon Valley là, qui ont annoncé là, des pourcentages de mise à pied, un nombre même d'emplois dans certaines boîtes là, qui sont quand même assez drastiques et assez euh, opposés à ce qu'on a vécu lors de la période de pandémie. Et on se retrouve également avec un contexte, bon, je l'ai dit, de gel d'embauche, donc certaines approches qui sont, ben, plutôt que de faire des coupures, on va arrêter d'embaucher. Si on perd des personnes, on ne va pas nécessairement compenser pour chaque personne qui quitterait une compagnie, par exemple. Et on a aussi un contexte plus globalement de performance au niveau des nouvelles embauches, entre autres dans les statistiques américaines, qui restent quand même positives en termes de création d'emplois. Même, je pense, les stats de décembre 2022 ont montré une création d'emplois aux États-Unis. On voit un taux de, mon Dieu, je veux dire, unemployment, là, désolé pour l'anglicisme, je n'ai pas le terme français qui me vient en tête directement, qui reste extrêmement bas dans la majorité des économies occidentales. C'est le cas au Canada, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France. Donc c'est un peu en deux temps. T'sais. On voit des signes précurseurs quand même de coupures assez majeures dans plusieurs industries qui ont des masses de personnes qui sont énormément élevées. Mais malgré tout ça, on voit un contexte où le contexte d'emploi n'est pas encore mauvais présentement. Donc ça peut se poser des questions sur qu'est-ce qui s'en vient. Euh, on va peut-être parler, oui, c'est l'instant économie, on va peut-être donner un petit peu d'opinion également. Mais c'est un peu ça la trame globale. Si je vous parle un peu de stats, là, comme je l'ai mentionné, bon, de fin 2022, on l'a dit, là, plusieurs gels d'emploi, entre autres les techs, là, il y a eu déjà avant les annonces de coupure, il y avait déjà commencé à ralentir beaucoup le nombre d'embauches. Et on se retrouve maintenant avec la majorité des grandes compagnies que vous pouvez penser qui vous viennent à l'esprit,
qui annoncent présentement là, des coupures. Donc Amazon a annoncé 18 000 pertes d'emploi, 18 000 coupures de postes. Salesforce, je pense que c'est 10% de leur staff qui va être coupé également. Vimeo, on parle de 11%. You name it, là, ça n'arrête plus. Dans la majorité, encore une fois, de Silicon Valley, on parlait également des banques. Les banques d'investissement ont commencé aussi à annoncer des coupures là, au niveau de Wall Street dans le même genre de proportion. Là, on parle ça peut être du 5 à 10% de certains départements, entre autres liés à l'investment banking, par exemple. Donc, il y a une trame globale que je vais pas auto-prêcher pour la paroisse que je représente là, en travaillant en finance, là, mais tu sais, plusieurs industries porteuses d'emploi et de création de valeur, si on peut dire, là, avec les techs, la finance, commencent à calmer, commencent à annoncer des pertes d'emploi, ce qui, à mon avis, peut montrer un peu la trame globale qui va attendre la majorité des autres industries lorsqu'on va aussi parler du commerce, etc. Donc, la majorité des grandes industries en termes d'emploi pour les pays occidentaux, à mon avis, ce qui se passe présentement avec les techs, ce qui se passe présentement avec la finance, ça va se refléter partout. McDonald's, d'ailleurs, a annoncé aussi des coupures d'emploi alors que McDonald's se porte plutôt bien. Et dans un contexte inflationniste, mais il y a également énormément de personnes qui vont acheter parce que ce n'est pas un bien alimentaire de luxe. Donc, tu sais, on se rend compte qu'il y a vraiment une trame où la situation économique, puis là, je vais donner les 2 points que je vois, puis regarde, je te passe la parole par la suite, là, mais la situation économique met un frein dans les possibilités de croissance et de revenus pour la majorité des corporations, autant privées que listées, ce qui fait donc en sorte qu'il doit trouver une manière de continuer à montrer des résultats qui sont relativement constants. On ne veut jamais avoir d'une année à l'autre, soudainement, une perte de 50% de profitabilité, par exemple, donc surtout pour les compagnies listées. Donc, ils vont trouver une manière rapide de couper. Et comment est-ce qu'on peut couper des coûts lorsque les revenus sont plus bas? La main-d'œuvre est quand même une manière relativement flexible, je veux dire, de couper des coûts. Donc, ce volet-là, je pense que le contexte économique, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt a un impact assez drastique sur les décisions qui sont prises en termes de ressources humaines par les compagnies. Et en deuxième volet, c'est également une théorie qu'on avait déjà discutée, Gab, en off, là. Le volet, durant la pandémie, durant la période où le télétravail devenait presque une obligation pour la majorité des employés qui le pouvaient, des corporations qui le pouvaient, dont énormément dans les techs et en finance, on se retrouvait avec des embauches qui se faisaient presque de manière illimitée. On avait moins la capacité de monitorer le travail qui était fait par les différents employés qui étaient en télétravail, ce qui faisait en sorte que, tant qu'à y être, au lieu d'avoir une main-d'œuvre dans une équipe qui avait 50 personnes, soudainement, on était rendu à 60, 65, 70 personnes qui faisaient au final le même travail qu'il y avait au début, avant la pandémie. Mais tout simplement parce que le monitoring des activités était plus difficile à faire. Et là, on se retrouve avec justement cette amplification de la main-d'œuvre pour des compagnies qui étaient en télétravail qui doit maintenant un peu disparaître parce qu'il y a beaucoup plus de complications, encore une fois, liées à la performance. Donc, je vois ça un peu des deux volets. Le volet, l'économie va mal, il faut trouver une manière de couper des coûts et de continuer à avoir une profitabilité qui est favorable pour les compagnies, ça ne changera pas. Mais il y a aussi le volet, il y a eu énormément d'embauches quand même durant la pandémie qui doit aussi revenir en arrière parce que les différentes compagnies font la même chose, mais avec beaucoup plus de monde. Et maintenant qu'on réalise qu'il y a peut-être un suremploi dans plusieurs divisions, dans plusieurs équipes, dans plusieurs industries. Je pense que c'est pertinent et ça fait du sens de voir qu'il y a cet effet-là. Et aussi, le taux d'unemployment, c'est cyclique, là. S'il est super bas, à un moment donné, il va remonter. Ça a toujours été comme ça dans l'économie aussi. Donc, c'est un peu mes 3 visions globales sur les annonces qui ont lieu présentement. Est-ce que c'est surprenant? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à faire une vague? À mon avis, tout à fait. Les personnes, comme j'ai dit, c'est cyclique, on le sait très bien, ça devrait revenir en temps et lieu lorsque le concept ou le contexte va être un peu plus favorable et un peu plus expansionniste qu'il est présentement. Ouais, après, tu l'as bien dit, JP, c'est une tendance qui commence à s'accélérer, en fait, dans la plupart du temps, en fait, tu l'as dit, dans des secteurs qui ont bien fonctionné, en fait, pendant la pandémie, et ben là, on commence à voir en fait, malheureusement, l'envers de la médaille, puisque, tu l'as bien dit, le secteur financier est quand même pas mal en difficulté. Alors, les deux raisons, et l'autre en l'occurrence, c'est les technologies de l'information, mais pas que. On peut parler aussi de l'industriel. On sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre les soucis logistiques avec la Chine, le contexte, on va dire, énergétique en Europe qui est compliqué, la difficulté aussi de trouver des matières premières alors que la Chine est en train de se relancer la production à échelle mondiale, fait que tu as en fait plusieurs causes pour plusieurs effets en fait entre les différentes industries. Tu as mentionné en effet le IT. Bon, alors le IT, c'est clair que c'est ce qu'il y a de plus visible, hein, parce que tu l'as bien dit, pendant la pandémie, ça a été le secteur qui a été le plus stimulé,
parce que tout le monde s'est mis du jour au lendemain à aller sur Zoom, etc. On tourne l'épisode avec Zoom, donc on leur dit bonjour d'ailleurs, parce que d'ailleurs on a toujours une licence, on ne sait pas trop comment, on a réussi à garder une licence, en tout cas moi de l'université, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de payer, donc génial, c'est parfait, donc ça marche. Mais bon, de leur côté, c'est vrai qu'ils ont dû aussi commencer à mettre un frein sur leur projet d'expansion là. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller regarder. Il y a un petit truc sur internet qui s'appelle Layoff Tracker. Là. Enfin, tu tapes ça sur Google, là, tu devrais y avoir accès normalement sans trop de problèmes. Et j'ai eu les chiffres, effectivement. Ça résume effectivement tous les layoffs qu'on eu depuis 2022. Là. Donc, très visible. Hein. Bon, Meta, évidemment, c'est le plus connu. Il y a eu quasiment 13% des effectifs coupés. 11 000 personnes. Amazon, ça c'est le plus récent. Un énorme vague de licenciements, donc ça représente que 3% des effectifs à échelle mondiale, mais c'est quand même plus de 10 000 personnes qui devraient quitter leur emploi parce que le e-commerce avait tellement accéléré pendant la pandémie, puis d'un coup est en train de se ralentir et revient en fait naturellement vers les tendances de long terme d'adoption du e-commerce. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait la pandémie a accéléré temporairement le changement, a accéléré, mais progressivement les gens sont revenus en fait vers les magasins physiques quand même en grande partie. Ça change pas que de plus en plus de gens maintenant achètent, je sais pas, leurs écouteurs ou je sais pas ce que vous achetez par internet ou font de plus en plus de choses par les fameux Cyber Monday ou le Black Friday, etc. par internet. Mais il y a eu une tendance de long terme qui s'est reversée vers la moyenne de long terme. Ça, c'est très visible d'ailleurs dans les chiffres qu'on peut trouver. J'aurais pas de source, mais j'avais vu des rapports, en tout cas d'analystes, justement d'autres compagnies. Le meilleur exemple, c'est Shopify au Canada, c'est pareil, qui a été une énorme vague de licenciements. Tu as eu Groupon aussi aux États-Unis, tu as eu Peloton, on en avait parlé dans un épisode il y a quelques mois de ça, à quel point ça marchait mal, etc. T'as Uber aussi, donc le géant du transport, mais qui fait aussi, ou leur cache-co aujourd'hui, c'est Uber Eats, donc l'application de livraison de nourriture. Twitter, évidemment, avec l'arrivée d'Elon Musk. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs raisons, mais principalement, c'est que le e-commerce, la tendance e-commerce a commencé à se ralentir. Dans l'autre secteur, côté financier, c'est clair que c'est le contexte macro, hein, les taux d'intérêt qui sont hauts, qui fait que l'activité transactionnelle, on en avait parlé un peu dans le modèle de fusion-acquisition, est un peu au ralenti depuis quelques mois maintenant, même depuis plus d'un an. Je suis le premier à pouvoir en témoigner, donc c'est vrai que c'est un contexte qui fait que c'est assez compliqué en ce moment, évidemment, d'avoir de la visibilité sur du transactionnel dans ce secteur-là. Donc tout ça fait que là, aujourd'hui, on est dans aujourd'hui, en termes de chiffres purs sur les unemployment claims, je ne suis pas sûr que c'est eu encore de vraies, comment dire, conséquences sur l'économie de manière générale, mais il va falloir faire attention à voir si véritablement les jobless claims vont s'accélérer rapidement. On sait qu'ils ont été à un niveau record pendant la pandémie. Hein. En fait, pendant la première vague, c'était plusieurs millions de personnes qui demandaient le chômage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus faible et on voit que le nombre est quand même assez stable par rapport au niveau précédent. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les données de la Fred Saint-Louis, donc, qui est la base de données de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Et eux, ils compilent plein de données et vous verrez qu'effectivement, le nombre de jobless claims, c'est de publier de manière hebdomadaire. Donc, c'est à chaque semaine, on comptabilise combien il y a eu de personnes en plus qui ont demandé le chômage. Et c'est revenu à des moyennes qui sont beaucoup plus acceptables. Donc, quand même, ça va mieux versus première vague de la pandémie, mais quand même, on se rend compte qu'aujourd'hui, tu as des secteurs qui allaient bien, qui commencent à aller moins bien. C'est là où je pense qu'il faut aller réfléchir plus en profondeur. Exact. Puis, je pense, j'en parlais également au préalable, il faut pas oublier l'humain en dessous de ça, parce que c'est sûr que c'est cyclique. Et ce cycle-là a été tellement rude pour l'humain entre la pandémie, comme tu l'as dit, qui a commencé avec des pertes d'emploi massives, avec après ça le boom suivant la pandémie où tout allait bien et encore une fois tout le monde, c'était les plus bas taux d'unemployment presque depuis des décennies. Et là, on retourne encore une fois avec un peu un nuage gris avec la récession qui se pointe. Donc, c'est sûr que ce cycle-là reste quand même extrêmement court et, encore une fois, entraîne énormément de stress sur les individus.
Je pense que, bon, autant lors de le début de la pandémie, avec les pertes d'emploi et qu'on savait pas trop où est-ce que ça s'en allait, il y avait déjà, encore une fois, beaucoup de stress pour l'être humain en arrière de ça. Je pense que c'est le même contexte présentement. Lorsqu'on constate que le coût de la vie est beaucoup plus élevé, que ça coûte plus cher de s'endetter également pour X, Y besoin, mais c'est sûr que notre emploi prend encore plus d'importance. Donc, c'est très rare que le retour euh, ou la hausse à nouveau du unemployment rate se fait dans un contexte qui est bien et qui est paisible pour l'humain. Donc c'est sûr que ça, c'est ce qui est un petit peu triste de voir à l'horizon que les résultats économiques de Q1, de Q2, etc. pourraient amener à ce qu'on clame officiellement que c'est une récession. C'est sûr que c'est un petit peu, c'est pas trop rassurant parce que le contexte n'est vraiment pas favorable pour se retrouver avec plusieurs personnes qui se retrouvent soudainement au chômage. Donc c'est sûr que il y a ça à garder en considération, comme on disait. Là, on voulait ramener un petit peu sur des sujets qui décrivent un peu plus le contexte macroéconomique. Où est-ce qu'on en était? Je pense que celui-là est peut-être celui qui semble tendre à s'accélérer et tendre à, encore une fois, amplifier de beaucoup là, ce qu'on connaissait avec l'inflation, avec la hausse des taux directeurs et avec l'ensemble des complications qui sont plus géopolitiques, qui vont nous amener d'ailleurs vers notre deuxième sujet. Là. Mais je pense que c'est quand même assez important de faire un suivi là-dessus. C'est quand même assez important aussi, et ça c'est peut-être un peu plus en volet haute, là, mais on en parlait également en off dans les dernières semaines. Mais c'est là aussi où je pense qu'il y avait beaucoup de désatisfaction pendant le haut de la pandémie où on pouvait presque quitter son poste et faire 3 jobs en 3 mois parce qu'il y avait tellement de recherches que peu importe le niveau de spécialisation que vous aviez, il y avait des emplois partout. Je pense que maintenant, c'est important de prendre conscience que cette volonté-là et cet intérêt-là à essayer de faire une approche, désolé de l'anglicisme, mais une approche un peu stepping stone, là, de ne pas nécessairement rester, de se développer au sein de sa compagnie, mais de faire beaucoup de mouvements latéraux au sein de différentes compagnies ou au sein de différentes industries. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une stratégie que certaines personnes ont utilisée beaucoup durant la pandémie qui devrait être mise de côté, à mon avis. Je pense que c'est bien de se mettre dans un poste qu'on aime, qu'on veut se développer, mais ce n'est certainement pas le temps, selon moi, présentement, en début 2023, d'explorer 2-3 changements d'emploi slash de compagnie au niveau de l'année 2023, à mon avis. Donc, je pense que c'est très important d'être rationnel au niveau de quelle était la situation professionnelle qu'on pouvait avoir, par exemple, en tant que jeune professionnel en 2021-2022 et que maintenant, en 2023, il faut peut-être remettre en question ce que certains ont fait ou certaines pratiques qui ont eu lieu lors des deux dernières années. Je pense que le risque est quand même beaucoup plus élevé présentement. Donc, à garder en tête, bien évidemment, ceux qui ne sont pas heureux dans leur poste, faites ce que vous voulez, mais ceux qui, encore une fois, sont dans une situation qui les intéresse, faites attention quand même pour la nouvelle année. Ce n'est pas le temps de faire plein de changements latéraux comme plusieurs l'ont fait, comme je l'ai dit, dans les 2 dernières années. Je sais pas, Gab, si tu avais un autre point pour conclure ce volet-là. Non, Mais je pense que ça fait quand même assez le tour de ce qu'on voulait faire, là, de ramener un petit peu ça dans le bain économique, là, comme on aime bien faire des fois, mais je pense que c'est vraiment c'est du moins ce que je trouve qui marque le plus à date à ma vision d'économie en 2023, au-delà des sujets qui sont des constantes depuis l'année passée qu'on vous avait déjà parlé dans certaines revues économiques là, passées. ouais, bah non, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, mais c'est vrai que tu l'as bien dit, ça fait partie peut-être des signes annonciateurs, si tu veux. On sait que les marchés, c'est un indicateur qui est prédictif. Souvent, on sait que les marchés sont plus en avance au niveau de l'information de ce qui se passe dans les faits de manière macroéconomique. On dit que c'est un trailing indicator, c'est un indicateur prédictif en fait en français. Alors que tu as des trucs qui sont retardés, donc ce qu'on appelle des lagging indicators. Bah là, tu vois, les marchés sont à l'avance. Là, je pense on commence à appréhender effectivement, à réaliser effectivement les conséquences. Et je pense que la croissance, les mots de la croissance, par exemple du PIB réel, eh ben on l'aura, comment dire, un peu plus tard, parce que c'est vrai que c'est là rendu là que le carnet de commandes, qui est vraiment le cœur de la guerre, on va dire le nerf pardon de la guerre dans les affaires, eh ben commence à diminuer, que l'activité économique est un peu au ralenti. Ben c'est là où on verra effectivement que ce sera un peu plus compliqué. On s'attendait à une récession en 2023. Je veux dire, la Fed l'a prédit. Vous pouvez demander à n'importe quel économiste dans n'importe quelle banque ou dans n'importe quelle institution financière, ils vont nous dire 2023 c'est la récession. Oui, on ne souhaite pas que ce soit le cas, mais on le sait que ça va être le cas. Hein. On peut demander pareil au consensus Bloomberg, tu pourras regarder aussi celui dernier, il est à 95% pour dire qu'il y a une récession. Donc je pense qu'à un moment donné, la question c'est quand est-ce que ça va arriver, c'est how fast, how deep ça va arriver. Pardon pour l'anglicisme, mais c'est ça, c'est jusqu'à quel point,
quand est-ce qu'on va être, pardon, dans la merde, désolé du terme vulgaire, puis jusqu'à quel point on va être dans la chenoute pour changer de terme. Exact. Puis, je pense, pour mettre l'emphase et conclure, là, je pense que tu as soulevé quelque chose d'assez pertinent. C'est la Fed l'a prédit. Et ça, on peut être très content qu'enfin la Fed a prédit quelque chose d'avance. Ah Une voilà. main d'applaudissement silencieuse pour la Fed et pour M. Powell. Je vais le faire, je vais le faire. Je vais le Voilà, faire. je devais le soulever. Vous connaissez, pour ceux qui nous écoutent depuis quelques temps déjà, que j'ai une appréciation assez modérée de M. Powell. Au moins, ça, il l'a prédit. Il ne l'a pas contrôlé, il ne l'a pas planifié, il n'a pas réussi à faire son atterrissage passif ou soft landing. Le soft landing, le fameux, Mais ouais, le fameux exactement. T'sais, moi, à mon avis, Powell devrait aller travailler pour SpaceX parce qu'ils font plus de soft landing que lui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est une manière humoristique de closer le débat. Encore une fois, salut Monsieur Powell en espérant que vos cours de français se portent bien pour écouter notre magnifique podcast. Passons maintenant sur ce côté un peu plus humoristique vers le deuxième segment, le place au débat. Parfait. Place au débat qui d'ailleurs va pas être très humoristique pour le coup. Non, du tout. En fait, ben, même le premier sujet, en fait, c'est un peu un passage humoristique entre les deux segments, parce que le premier, on parlait de perte d'emploi, et le deuxième, on veut faire un petit volet sur la position de la Turquie, là, un petit tour géopolitique de la Turquie, membre de l'OTAN, qui bon, n'aide pas nécessairement l'OTAN, qui joue un peu sur les deux côtés. D'un côté, il joue aux échecs, de l'autre côté, il joue aux dames, donc il y a un peu une position un petit peu curieuse. Donc, trame humoristique vers effectivement un lancement d'un place au débat là, qui ne se veut pas nécessairement très très intéressant. Là, donc pour ceux qui le savent, bon, la Turquie d'ailleurs, ça je tiens à le mentionner, là, il y a plusieurs décisions géopolitiques qui vont se prendre dans les prochains mois qui sont extrêmement teintées par les élections qui s'en viennent en 2023 justement au niveau de la présidence. Donc M. Erdogan remet sa place en jeu là, lors d'élections. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de positionnement de la Turquie comme étant un peu une plaque tournante, si on peut dire, là, autant dans l'OTAN, mais même dans l'Eurasie, en quelque sorte. Là. On voit vraiment le fait qu'il se positionne ainsi, peut-être pour, encore une fois, faire un peu un bras de fer des deux côtés. Mais bref, comme je l'ai mentionné, la Turquie se positionne, bon, membre de l'OTAN, mais en étant membre de l'OTAN, reste quand même opposé à la candidature de la Suède au sein de l'OTAN, n'aide pas non plus la candidature de la Finlande, vu que c'est un peu une candidature conjointe, entre guillemets. Le raisonnement derrière ça reste quand même très axé sur de la rancune liée au fait que, si je ne me trompe pas, là, la Suède avait accueilli là, des Kurdes, si je ne me trompe pas, là, et même des paramilitaires ou des organisations paramilitaires là, en tant que réfugiés en Suède, et ça date de là, des décennies, et avait refusé d'extradier, le terme français n'est peut-être pas ça, là, mais de retourner là, les Kurdes qui étaient par exemple poursuivis ou qui étaient ciblés par le régime de Erdogan ou de la présidence ou de Ankara, là, de les retourner en Turquie. Donc depuis ce temps-là, les relations entre la Suède et la Turquie ne vont pas très bien. Donc, tu sais, il y a un peu cette vision-là. Et de l'autre côté, autant sont membres de l'OTAN, mais ne contribuent pas activement aux bienfaits de l'OTAN, entre guillemets. Je mets encore une fois des guillemets dans cette approche-là, parce que bon, ils ont quand même une place importante au sein de l'OTAN. De l'autre côté, ils continuent quand même à maintenir une certaine relation avec la Russie, que ce soit au niveau de l'armement ou au niveau même de l'augmentation des activités économiques envers la Russie dans un contexte de guerre. Ça, c'est le volet OTAN versus Russie. La Turquie se positionne un peu aussi comme le terrain mitoyen entre l'Ukraine et la Russie également. Donc, avec l'Ukraine, vont soumettre des armes, un peu comme la majorité des pays de l'OTAN pour aider à la défense de l'Ukraine, mais en même temps, comme je l'ai mentionné, a, je pense, presque doublé ses relations économiques avec la Russie dans les dernières années également. Donc, contribue assez drastiquement au fameux fonds de guerre de Poutine. Donc, on a la Turquie qui semble vraiment se positionner des deux côtés et qui amène le débat, puis je disais beaucoup là-dessus là, en off, en préparant les notes, beaucoup de débats sur, ben, tu sais, il y a rarement eu, ou jamais eu de mémoire, là, quelqu'un qui a été, ou un pays qui a été retiré de l'OTAN, mais il n'y a pas un meilleur candidat présentement que la Turquie pour être retiré de l'OTAN, même s'il n'existe pas, à moins d'avis contraire, là, de procédure officielle pour le retrait d'un pays membre à date. Là. Encore une fois, on est très loin du compte, puis il n'y a aucune démarche qui a été faite en conséquence. Mais il y a cette réflexion-là, comme je l'ai mentionné ouvertement, à savoir est-ce que la Russie n'envenime pas un peu l'OTAN, ne limite pas, ne brime pas un peu les capacités de l'OTAN dans l'autodéfense des pays membres, et même le questionnement des États-Unis qui est un peu, on le sait, là, l'OTAN
se défend grâce aux États-Unis. Si chaque centimètre d'un pays de l'OTAN est protégé par qui, c'est certainement pas, sans attaquer l'armée canadienne, certainement pas l'armée canadienne qui est considérée comme étant la puissance clé pour protéger, par exemple, la Turquie. Là. Mais certains se posent, et surtout aux États-Unis, la question de dire, ben, à quoi bon mettre en place le maximum de nos effectifs et de notre efficacité militaire pour protéger la Turquie, le territoire de la Turquie, si au final, ils ne sont pas réellement contributeurs à ce qu'est l'OTAN. Je pense que c'est un petit peu ça la question qu'on peut se poser et ça vient directement de la position d'Erdogan, directement de cette espèce d'approche géopolitique de devenir un pôle clé sur l'échiquier mondial et encore une fois d'essayer de faire un peu un bras de fer des deux côtés, autant avec Poutine mais également avec par exemple les États-Unis, également avec la France qu'on doit soulever, reste un pays fort à mon avis, peut-être le deuxième pays le plus important en termes de signification et même de puissance militaire au sein de l'OTAN. Je ne pense pas que c'est très très bien et ça positionne un peu la Turquie comme un pays qui devrait être beaucoup plus hybride et beaucoup plus dans une zone grise à mon avis. Et c'est là où le questionnement derrière sa position dans l'OTAN se positionne et se questionne très bien. Ça devrait être à mon avis juste un pays buffer si c'est exactement la position qu'il décide d'adopter en termes géopolitiques. C'est là la réflexion qui est à se poser et c'est là, Gab, que tu as peut-être certaines opinions également à partager. Là. Ouais, bah déjà l'idée du sujet nous est venue en fait peut-être des récents en fait dialogues qui ont été faits en fait entre Poutine et Recep Tayyip Erdogan, donc le président de la Turquie. On va appeler président, mais bon, certains appellent dictateur, etc. Ça dépend évidemment du point de vue qu'on a. Moi, je pense qu'il reste président parce qu'il y a quand même des Ouais. élections relativement démocratiques. Là, bon, En fait, dès que c'est relativement démocratique, mais que j'ai pu me permettre, parce que c'était écrit partout, de dire régime, je pense qu'il y a quand même une c'est ça. question à se poser. Mais... C'est vrai qu'on commence à parler vraiment de régime d'Erdogan parce que Erdogan est je pense dans sa philosophie, il veut recréer l'Empire ottoman en fait. Hein. C'est un peu son axe d'extension en fait en termes de hard et de soft power. Vous vous souvenez de ce terme-là qu'on a utilisé plusieurs fois dans le podcast. Dans le soft power, c'est clair, c'est d'augmenter l'influence de la Turquie à travers le monde. Hein. On sait d'ailleurs que la Turquie est d'ailleurs le plus gros réseau diplomatique au monde en termes d'ambassades. C'est assez considérable. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont une influence très importante dans l'Afrique du Nord, par exemple, même en Amérique du Sud, et puis même dans tout le Moyen-Orient, parce que la Turquie, c'est évidemment la civilisation, c'est Istanbul, donc Constantinople, qui a été prise par les Turcs, parce qu'avant, ça faisait partie de l'Empire byzantin. Là, je reviens plus à vos cours d'histoire. Revenez là-dessus si vous vous voulez en savoir un peu plus. Évidemment, c'est un pays qui est extrêmement intéressant, qui a même une histoire récente sous Mustafa Kemal Atatürk. Donc ça, c'était début du XXe siècle, qui est très intéressant. Et qui est dans en fait une position géostratégique très intéressante. Donc on a parlé soft power, mais au niveau du hard power, il y a qui est en fait dans le jeu de la Turquie. Et bien là, je te propose de plus aller regarder en termes géographiques nord, sud, est, ouest. Hein. Je réinvente pas la géographie. Au nord, c'est clair qu'il y a la Russie, hein, qui est évidemment une puissance, on va dire, économique importante, surtout une puissance énergétique importante. Et il y a l'Ukraine. La Turquie soutient l'Ukraine pour une raison simple, et surtout parce qu'elle a des populations qui lui sont assez proches. On parle notamment des Tatars de Crimée, qui étaient l'ancien peuple qui peuplait la Crimée, et qui ont été défoncés pendant la guerre de Crimée, comme son nom l'indique. Les Russes se sont installés à ce moment-là, et donc c'est ce qui fait toute la question, c'est la protection des Tatars de Crimée. Bon, il y a aussi quand même que la Turquie fait partie de l'OTAN depuis les années 60, si je me trompe pas, qui les lie évidemment d'un pacte militaire avec Washington quand même, parce que la Turquie était anticommuniste évidemment à l'époque. D'ailleurs, il y avait des missiles, il y avait des missiles nucléaires qui étaient en Turquie pendant la crise de Cuba en 1963, si je ne me trompe pas. Et ça a été justement un trade contre les soviétiques. On a dit on enlève les missiles nucléaires de Turquie, par contre vous enlevez Cuba, on n'a pas besoin de missiles nucléaires, parce que c'était un peu le même phénomène qui apparaissait. À l'ouest, c'est clair que bon, alors il y a l'Europe. Alors l'Europe est vue comme une espèce de terre d'expansion pour Erdogan, parce qu'il y a des minorités turques très importantes dans plein de pays, évidemment, d'Europe. Le plus connu, évidemment, c'est l'Allemagne. D'ailleurs, on dit que Berlin, c'est le petit Istanbul, hein, d'ailleurs. Des villes aussi hyper importantes comme Munich, par exemple, ou
Francfort, par exemple, ont des énormes diasporas turques qui sont hyper importantes. En France aussi, on sait qu'il y a énormément de populations d'origine ou de nationalité turque. Au sud, évidemment, il y a le conflit géopolitique évidemment entre Israël et les États arabes, où la Turquie fait pareil, un espèce de double jeu. Elle veut se présenter comme on va dire évidemment la puissance des musulmanes montantes, pour restaurer l'Empire ottoman, ce qui lui appartenait avant. Mais en même temps, elle est quand même une espèce d'allié d'Israël quand même dans les faits. Alors même s'il y a eu parfois quelques petites problématiques, on sait qu'il y a eu l'histoire des avions il y a quelques années où il y avait eu un bateau, un avion qui avait été défoncé par les Turcs, par les Israéliens. Donc bref, il y a énormément il y a parfois des petites escarmouches, mais c'est plus des incidents diplomatiques réellement qu'une vraie haine entre la Turquie et l'Israël. D'ailleurs, les relations se sont plutôt normalisées d'ailleurs dans ces derniers temps. Euh, et à l'est, alors évidemment, c'est là où c'est le plus intéressant. Et bah, il y a évidemment le conflit du Haut-Karabakh qui va évidemment marquer. Et alors au Karabakh, bon, pour vous remettre en contexte, puis après JP, je te relaisserai peut-être continuer peut-être sur l'intérêt évidemment de ce conflit-là, ou peut-être rajouter peut-être d'autres points. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait la Turquie est très alliée en fait avec l'Azerbaïdjan, parce que d'ailleurs on dit que c'est le même peuple, mais c'est une nation, deux pays, tu vois, c'est quasiment des pays frères, c'est un peu comme la France et la Belgique en termes de similarité. Évidemment, il y a les Arméniens, et les Arméniens sont, comment dire, alliés des Russes. Donc c'est là où on voit que c'est pour ça que la Turquie est quand même assez contre Moscou, parce elle a évidemment des intérêts divergents au niveau du conflit du Haut-Karabakh. Donc c'est une région qui est peuplée par des Arméniens, mais qui est de jure un territoire azéri, donc qui appartient à l'Azerbaïdjan. Donc du coup, évidemment, les Turcs, avec le relent évidemment du génocide arménien, sont quand même assez contre les Arméniens aussi depuis des centaines d'années. Donc c'est là où on voit que c'est une région évidemment géopolitique très complexe, hein, et c'est là que le jeu d'alliance et d'ennemis en fait se crée, parce qu'en fait la Turquie est en fait ennemie de la Russie pour les Tatars et aussi pour l'histoire du Haut-Karabakh, tu vois. Donc ça crée en fait un espèce d'axe aujourd'hui qu'on voit de plus en plus entre l'Azerbaïdjan, l'Union européenne, l'OTAN. Et c'est là où on voit que le problème de la position turque, c'est qu'elle essaie de jouer un peu des deux côtés. C'est que oui, elle aime bien le business de Moscou, mais en même temps, d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue d'alliance militaire, eh ben, elle est clairement alignée beaucoup plus du côté de l'OTAN. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ne jouent pas trop à double pied, évidemment, dans ce conflit-là. Ben, c'est exactement ça. C'est la position la mieux détaillée. En anglais, ils appellent ça un middleman. Puis c'est exactement ça le problème. C'est qu'un middleman devrait ne pas nécessairement jouer activement des deux côtés. Mais la Turquie fait exactement ça. Donc joue, à mon avis, beaucoup trop d'un côté comme de l'autre pour au final être un middleman qui, en réalité, n'a que pour intérêt ses propres intérêts, les propres intérêts du pays. Alors que lorsqu'on se situe, entre autres, dans une union comme l'OTAN, ben c'est sûr qu'il y a un côté où il faut euh, mettre un petit peu de côté ses propres intérêts pour l'unité du collectif. Donc c'est là où j'ai un peu un problème, et c'est là où le place au débat prend tout son sens, mais c'est là où j'ai un peu un problème avec cette position-là. Ça prend des pays middlemen, ça prend du middleman diplomatique, ça en prend. C'est très important, surtout dans un monde aussi clivé que celui qu'on a présentement. À mon avis, par contre, la Turquie peut-elle se décrire comme étant le middleman parfait? Absolument pas, parce que les intérêts sont clairement clairs, les positions sont très, 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 très découpées, à mon avis. Il y a pas, ça prend des zones grises, et c'est pas le cas du tout avec la Turquie dans la majorité de ses positions. Et c'est là où je pense que ça commence à sentir un peu la soupe chaude, et c'est là où je l'ai mentionné au tout début avec les élections, c'est que cette position-là plaît-elle aux Turcs, peut-être, peut-être pas, mais ça reste que ça peut exploser à n'importe quel moment. Autant les relations avec la Russie, comme tu l'as dit, peuvent virer, parce que c'est bien beau l'augmentation du volet commercial, mais s'il y a quand même des clashs plus en termes d'alliance politique ou d'appui idéologique, par exemple, ben, ça reste problématique. Et si de l'autre côté, avec l'OTAN, comme la mention, et je trouvais ça intéressant, c'est est-ce que c'est logique de permettre à la Turquie, et ça, le terme veut tout dire, là, mais ils disent take shelter under the US nuclear umbrella, puis c'est exactement ça. C'est quand même pas petit d'être au sein de l'OTAN, et ça implique encore une fois de ne pas non plus jouer des deux côtés. Donc c'est là où j'ai
beaucoup de problématiques, et c'est là où, comme on l'a dit, cette position-là est claire, nette et précise depuis quand même plusieurs années. Ça date pas d'hier là, que Erdogan et Ankara et la Turquie plus largement se positionnent comme ça. Ça reste que pour le contexte électoral qui s'en vient, je pense que ça va être probablement le plus important. En fait, certains disaient même que la position et la situation économique et le plan économique de Erdogan n'avaient tellement pas si bien fonctionné dans les dernières années qu'il risque de vraiment pousser à 100% ce volet diplomatique-là et cette espèce de bras de fer-là qui le positionne pour les intérêts de la Turquie pour essayer de se faire réélire. Donc on n'a pas fini, à mon avis, d'en entendre parler de cette position-là, et on n'a pas fini non plus de l'avoir simplifiée parce que c'est exactement ce sur quoi Erdogan va devoir jouer pour conserver la présidence. Et encore une fois, c'est vraiment pour colmater tous les autres problèmes dans son plan, que ce soit social ou économique. Donc je pense qu'on est dans un contexte qui va amener beaucoup de rebondissements au niveau des positions de la Turquie. Et encore une fois, surtout, encore une fois, je l'ai mentionné, ça risque d'exploser à un certain point, là, cette situation-là. On ne peut pas être mitoyen, mais d'être très strident dans ses positions. À mon avis, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas, et ce n'est pas une position qui est viable à long terme. Et encore une fois, ça pourrait faire exploser, à mon avis, le régime ou juste la position d'Erdogan à un certain point. C'est pas quelque chose qui est viable parce que d'un côté comme de l'autre, il peut y avoir des problématiques dans les relations qui sont développées. C'est ma position, du moins OTAN versus Russie. À mon avis, ça ne tient pas nécessairement la route comme position. Ouais, ce qui est drôle, effectivement, tu l'as bien dit, c'est qu'aujourd'hui, bah, là, dans le contexte des élections, Erdogan, entre guillemets, a des points forts. C'est clairement, je pense, le soft power, le fait qu'il s'est quand même imposé comme le diplomate, entre guillemets, l'homme, peut-être l'interlocuteur principal de Vladimir Poutine dans ce conflit. Après, et c'est là où on voit mettre tout de suite un point négatif, c'est quand même, il y a eu des fameux pourparlers à Istanbul, mais qui ont échoué complètement, hein. D'ailleurs, on l'avait vu au début de la guerre, je me souviens, c'était au mois d'avril, il y a eu le fameux accord d'Istanbul, protocole qui a été fait juste pour faire passer les céréales d'Odessa, qui on sait que c'était un point de Mhm. discussion important. Mais à part ça, il n'y a pas eu réellement de discussion sur de retrait de troupes, etc. Ça n'a pas empêché Poutine d'organiser ces simulacres de référendum. Enfin, d'ailleurs, je pense que d'ailleurs Erdogan a des leçons à apprendre au niveau de comment on truque les chiffres. C'est pas mal. Tu sais, les 96%, je trouve que c'est convaincant, on va dire, en termes de score, évidemment, dans ce genre d'élection. Mais diplomatique parce qu'il y avait des opposants. Mais bon, Oui, puis non, bah, il y avait 4% d'opposants, oui, bah, oui, bien sûr. Mais c'était pas ça. c'était pas 100. D'ailleurs, anecdote, j'ai vu justement, par contre, les dernières législatives en Corée du Nord ont été remportées à 100%. Vraiment pas par Kim Jong-un. Donc je pense que c'est lui peut-être le meilleur, en tout cas au niveau de la fraude électorale, c'est peut-être le meilleur. Ils ont de la graine à en prendre. Mais côté turc, c'est clair que bon, il y a évidemment l'option diplomatique quand même reste un point fort, le soft power, le fait qu'aujourd'hui, bah, l'AKP, donc qui est le parti de Erdogan, est quand même soutenu par une majorité de la population. D'ailleurs, c'est leurs alliés qui sont encore plus conservateurs, qui s'appellent le MHP. Je dois t'avouer, je suis pas un expert de politique turque. Bah, le MHP, pareil, va scorer énormément dans des villes qui sont plus comment dire, avec des populations plus conservatrices sur le point de vue religieux. Et de l'autre côté, l'autre parti qui est la CHP, donc qui est les opposants, on va dire, d'Erdogan, donc qui est le parti kémaliste traditionnel, donc qui vient justement de Mustafa Kemal Atatürk, donc la tradition plus laïque. Et ben, le camp est divisé, hein. On voit qu'ils ont plus de difficultés évidemment aux élections à réellement gagner des vrais succès à part ces quelques dernières années, la fameuse mairie d'Istanbul qui avait été reprise, et la mairie d'Ankara, je crois, et bien à part ça, il n'y a pas vraiment eu de vrai succès d'un point de vue national, tu vois. Donc c'est un peu inquiétant. Le point négatif, tu l'as bien dit, d'Erdogan, bah, il y en a deux. Moi j'en vois deux principalement. L'économie. Alors oui, on nous vend effectivement Erdogan qui est capable de inaugurer son nouvel aéroport qui est apparemment magnifique. Ça c'est un témoignage que j'ai eu d'un ami qui est rentré, passé par l'aéroport d'Istanbul, qui apparemment est en tout cas, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais ça n'empêche que ça coûte très cher et ça a été payé en dollars américains. Et on sait que la livre turque, donc la monnaie turque, ne vaut quasiment rien. Le Turkish lira, comme on l'appelle, l'ira vaut quasiment rien. Bon, il y a aussi l'Iran. Je pense que ça, c'est un autre point Absolument. négatif. C'est quand même imbuvable. Si vous essayez
de manger du turc. Bah, on a essayé avec JP, c'est un peu notre private joke. On a été incapable de boire ça. Donc ça, je pense que c'est un deuxième point négatif. Puis le troisième point négatif, pour évidemment passer la blague, il y a la question kurde aussi qui est assez compliquée d'un point de vue géopolitique, géomilitaire. Et ben oui, il y a quand même toujours le conflit syrien qui est aux portes de la Turquie et qui fait qu'aujourd'hui, bah, t'as les Kurdes n'ont jamais été aussi forts, même si, bon, évidemment, leur présence a été très légèrement diminuée par rapport à ce qu'on a connu avant. Mais les Kurdes ont quand même gagné énormément en réputation à travers le monde par le conflit syrien et irakien. On voit que aujourd'hui, il y a quand même cette question-là se pose toujours, la question sécuritaire aussi, parce que les Kurdes, il n'y a pas que des gentils, hein, il y a aussi des terroristes. Donc, il y a toujours cette question-là qui va se poser dans le conflit, dans la question turque. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même un axe de puissance qui est un axe de négociation, vraiment de soft power en fait. Et c'est vrai que ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que réellement ils vont être capables d'être un interlocuteur crédible? Et ça, je terminerai là-dessus pour ma dissertation, on va dire ça comme ça. Je pense que la Turquie fera partie des négociations, mais je pense pas que ce sera au premier plan des négociations, ce sera avant tout les Américains, même pas les Français, pour te dire. Et là, c'est mon chauvinisme qui en prend un coup, là. Je pense que les Français, ils s'en foutra, Vladimir Poutine. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à Washington. Et ce qu'il veut juste éviter, c'est de se taper un missile nucléaire dans la face. Et évidemment, Washington, c'est eux qui dirigent réellement. Absolument. Donc, je pense que ça fait quand même un bon tour, là. Je trouve que c'était effectivement très intéressant de faire un place au débat puis de faire un peu de Merci. géopolitique, ce qui nous intéresse beaucoup. Merci, comme à l'habitude, de Gab pour ta participation. Pour le mot de la fin, vous êtes habitués, là. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube comme à l'habitude, donc notre plateforme clé pour les commentaires publics. Donc, si vous avez des opinions que vous voulez partager sur les sujets d'aujourd'hui, des commentaires, des idées de sujets également, n'hésitez pas à les mettre justement dans la zone de commentaires, à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à aller vous abonner à la chaîne et mettre la cloche également pour avoir les notifications. Pour ceux qui le désirent, faire des commentaires, des opinions qu'ils veulent partager, des idées de sujets, mais de manière plus privée, utilisez l'adresse courriel comme toujours que Gab met dans les zones de description. Et pour, comme à l'habitude, la majorité d'entre vous, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes audio, les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Amazon Podcasts, etc. Sur ces plateformes-là, vous savez, allez mettre des likes, allez mettre des trucs de gradation, des étoiles, peu importe. Et vous pouvez également vous abonner pour avoir les notifications. Tout ça, comme je le mentionne également fréquemment, aide beaucoup au référencement, mais ce qui est aussi la clé du podcast, c'est le fameux bouche-à-oreille. Donc, n'hésitez pas à le partager pour des personnes qui, comme vous, apprécient la finance, apprécient l'économie, apprécient le côté géopolitique comme nous. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir par l'entremise du bouche-à-oreille. On l'a dit, c'est la fondation du podcast et on n'a jamais voulu se dénaturer de toutes parts. Là, on a toujours voulu continuer à vous encourager et à créer par vous-même la communauté. Je trouve que c'est ce qui fait de ce magnifique podcast un podcast qui arrive bientôt à sa 3e année complète d'existence avec un épisode par semaine. C'est grâce à vous si c'est le cas. Là. Donc je vous en remercie et je vous dis, je te dis également Gab, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.